Comment l'innovation peut-elle aider à reculer les limites écologiques de la croissance? La courbe environnementale de Kuznets en est une bonne illustration. Dans les années 90, Grossman et Kruger montrent que la courbe de Kuznets des inégalités peut être adaptée au domaine de l'environnement. Ainsi, cette courbe met en évidence à la fois les effets pervers de la croissance sur l'environnement, mais aussi le rôle de l'innovation pour surmonter ses limites. Ainsi, dans un premier temps, la pollution augmente avec le PIB par habitant, puis elle diminue dans un second temps grâce aux progrès techniques. La première phase de la courbe de Kuznets met donc en évidence les limites écologiques de la croissance. En effet, quand le PIB par habitant augmente, la dégradation de l'environnement s'accélère. Car l'effet d'échelle domine. Les entreprises produisent plus sans innovation majeure, elles gaspillent donc des matières premières peu coûteuses, et il y a aussi une augmentation de la pollution. En effet, la première conséquence de la croissance extensive est l'augmentation de l'utilisation des ressources naturelles. D'abord des ressources non renouvelables, qui ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine. Elles existent en quantité déterminée dont l'exploitation mène forcément à l'épuisement. Ensuite, des ressources renouvelables mais épuisables. Ici, ces ressources peuvent être rendues épuisables quand l'exploitation dépasse leur rythme naturel de renouvellement. La seconde conséquence de la croissance économique est la création d'externalités négatives. Ce sont les conséquences involontaires de l'action rationnelle des individus. Les entreprises recherchent le profit, mais il va y avoir création de la pollution, une réduction de la biodiversité et un réchauffement climatique. Ainsi, le coût social est supérieur au coût privé. Ces limites écologiques posent alors la question de la soutenabilité de la croissance et vont donc modifier les grandes questions que se posent les économistes. Jusqu'aux années 50, les grandes questions sont liées à la croissance. Il faut avoir une croissance économique maximale afin d'augmenter le bien-être matériel de la population. À partir des années 50, une autre problématique apparaît. L'objectif est de réduire les inégalités de développement afin d'assurer un partage plus égalitaire des richesses. Enfin, à partir des années 70, la question essentielle est la limitation des effets pervers de la croissance sur l'environnement. De nouveaux concepts apparaissent alors. D'abord le développement durable, qui apparaît dans le rapport Brundtland en 1987. C'est un développement qui doit répondre aux besoins des générations actuelles, tout en assurant la satisfaction des besoins des générations futures. Il repose sur 3 piliers. D'abord, économique. Il faut créer des richesses en étant plus efficace. Social. Il faut réduire les inégalités. Toutes les populations doivent avoir accès à des conditions de vie acceptables. Enfin, environnemental. Il faut protéger l'environnement. Transmettre aux générations futures des ressources suffisantes. Le second concept qui apparaît est celui de la soutenabilité de Solow. La soutenabilité peut être définie comme le fait de conserver dans le temps une capacité généralisée à produire du bien-être économique, c'est-à-dire préserver les ressources dont disposeront les générations futures, permettre aux générations futures d'atteindre un niveau de vie équivalent au nôtre, et donc d'assurer pour ces générations futures une satisfaction identique des besoins. La soutenabilité dépend du capital dont dispose un pays. En effet, chaque société possède des richesses qui permettent de répondre aux besoins actuels et futurs de la population. Le stock de ces richesses permet alors de connaître le caractère soutenable du développement de la société. On distingue 4 formes de capitaux. D'abord le capital naturel. Ce sont les ressources de la nature qui peuvent assurer un service productif, richesse de la mer, du sol. Le capital physique. C'est un bien produit par l'homme et utilisé comme moyen de production. Le capital humain. Ce sont les capacités physiques, intellectuelles d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ce capital peut être accru par la formation. Ensuite, le capital social. Ce sont les réseaux de relations d'un individu ou d'un groupe d'individus considérés comme une ressource mobilisable. Et enfin, le capital institutionnel. C'est l'ensemble des normes formelles et informelles organisant les relations entre les individus. Plus le stock de capital est élevé et diversifié, plus le développement va être durable. Les différents capitaux sont-ils substituables? Or, pour certains économistes, et c'est ce que montre la seconde phase de la courbe environnementale de Kuznets, l'innovation et la croissance peuvent aider à surmonter les limites écologiques de la croissance. En effet, dans un second temps, au-delà d'un certain seuil de PIB par habitant, il y a un effet technique qui apparaît. Les entreprises innovent, elles vont économiser les matières premières et polluer moins, tout en produisant davantage. En effet, il y a une incitation à l'innovation. La raréfaction des ressources naturelles et la pollution vont être résolues par la régulation par le marché. En effet, les entreprises sont des homo economicus. Leur objectif est le profit maximum. Il y a d'abord une incitation par les prix.
En effet, la croissance entraîne une augmentation de la demande des matières premières non renouvelables. La demande devient supérieure à l'offre. Et donc, d'après la loi de l'offre et la demande, le prix augmente. Le profit des entreprises diminue. Elles sont donc incitées à innover. Une autre incitation est liée à la demande. En effet, la croissance se traduit par une augmentation des revenus de la population. Il y a alors une modification des souhaits de la population. Celle-ci veut des produits plus respectueux de l'environnement. Dans ces conditions, les entreprises sont incitées à innover, car ce sont des homo economicus, leur objectif est le profit maximum. Ces innovations peuvent être des innovations de produits, on va remplacer les matières premières par d'autres produits, ou bien des innovations de procédés, qui vont permettre d'économiser les ressources naturelles. Ainsi, l'innovation permet de conserver un même stock de capital. Certes, le capital naturel diminue, mais il y a un développement du capital institutionnel favorable à l'innovation. Ces innovations permettent le développement du capital physique, permettent le développement du capital humain. Et donc, on est dans la conception de la soutenabilité faible. La nature est un capital productif comme les autres. Le capital naturel peut être remplacé par un autre capital, c'est l'hypothèse de substituabilité des capitaux. Notre modèle de production est alors soutenable, car le progrès technique est endogène et répond à la raréfaction de certaines ressources.